et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours dans l'incroyable, très mauvais livre de Lordon. Voilà. Donc, on est sur un nouveau chapitre, on est même sur une nouvelle section, on est sur la section La politique, un ars affectandi. Et nous sommes donc du coup sur un nouveau chapitre au sein de cette nouvelle section, la politique comme un ars affectandi et ses aléas. Intervenir en politique sous quelque forme que ce soit, c'est donc toujours intervenir dans l'élément des passions. Pour cette raison simple, c'est pour cette raison simple qu'intervenir, c'est bien former le projet de produire des effets, d'affecter donc. Intervenir, très généralement parlant d'ailleurs, en politique, ou par une proposition artistique ou scientifique, ou par la mise sur le marché d'un produit, ou tout simplement en disant quelque chose à quelqu'un pour lui faire quelque chose, rire, se mettre en colère, partager une idée, penser, etc. Intervenir donc, c'est toujours travailler la matière passionnelle, avec le désir d'y produire des effets. Mais lesquels? C'est là que les problèmes commencent. Car il y a les effets escomptés, il y a les effets produits. Bon, ça, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. En gros, il vous dit, bon, bah, intervenir, c'est à partir du moment où vous voulez faire en sorte qu'il y ait une réaction. Ok, très bien. Admettons, allez, allons là-dessus. Et il finit sur le fait que bah, du coup, parfois on produit des choses qu'on n'avait pas prévu de faire, mais que ça arrive quand même. Bon, bah ouais, soit. À leur manière, les moralistes, qui mieux qu'eux à sonder le monde des passions, sont bien placés pour nous faire connaître l'écart de l'un à l'autre. Alors là, je pense qu'il parle d'un courant de pensée philosophique, en particulier. Sauf que du coup, on retombe toujours sur le même problème. On retombe toujours strictement sur le même problème, c'est-à-dire que il reste sur des points de vue purement philosophiques et datés, en plus de ça, qui sont absolument pas à jour. Or, il essaye de nous expliquer dans son livre comment fonctionne la politique actuelle. Donc j'avoue que je suis quelque peu toujours perplexe par cette approche, parce que à minima, disons qu'elle est biaisée. Au pire, il choisit sciemment de ne prendre que ce qui l'intéresse, ce qui va dans son sens, ce qui est quand même plus que discutable. Ouais. Fût-ce à leur corps défendant ou dans l'embarras de leurs propres contradictions. C'est que les moralistes, comme La Rochefoucauld, pensent par sentence. Or, par construction, ou tout anachronisme mis à part, l'art de l'apoptègme ne te soumet pas aux mêmes contraintes que le discours de la science. Dans Proverbes, Maximes et Émotions, John Elster explore systématiquement les incertitudes qui résultent de la force même du genre, les incertitudes et parfois les changements de version subreptices, voire les franches incohérences. La confiance de plaire est souvent un moyen de déplaire infailliblement, affirme la Maxime 46 des Maximes supprimées, qui devient la Maxime 134 dans le manuscrit Liancourt. La confiance de plaire est souvent le moyen de plaire infailliblement. De quoi la confiance de plaire est-elle donc le moyen? On cesse d'être jaloux quand on est éclairé sur la cause de la jalousie. Première édition des Maximes 35, c'est discutable. Mais la jalousie devient fureur dès que l'on passe du doute à la certitude. Deuxième édition des Maximes 35. Une des Maximes supprimées, la 55, tient qu'il est plus facile de prendre de l'amour quand on n'en a pas que de s'en défaire quand on en a. À ceci près, nous dit Elster, qu'un manuscrit antérieur proposait plus difficile au lieu de plus facile. Le mieux encore pour se mettre à l'abri des revirements trop visibles n'est-il pas alors un syncrétisme bien compris? La grâce de la nouveauté et la longue habitude, quelque opposées qu'elles soient, nous empêchent de sentir les défauts de nos amis. Édition finale des Maximes 426. Pascal également, note Elster, a recours au même tour, et sur un sujet proche. Les impressions durables ne sont pas les seules qui peuvent nous égarer. Les charmes de la nouveauté ont le même pouvoir. Enfin, la Bruyère élève carrément le procédé au niveau de l'autoréférence. Si l'on ne goûte point ses caractères, je m'en étonne, et si on les goûte, je ne m'en étonne de même. Bon, alors, Eugen, quel est le problème? Eh ben, c'est qu'il nous parle de philosophie, il nous parle de philosophes, il nous parle de vieux philosophes. Est-ce que c'est très pertinent? Ben, personnellement, j'en doute, je vois pas trop l'intérêt. Ça corrobore et ça reste cohérent hein, par rapport à tout ce que nous écrit Lordon, mais c'est-à-dire qu'encore une fois, dans un ouvrage qui se présente et qui se veut comme étant un peu un état des lieux
de l'état véritable de la politique actuelle et du fait qu'il y a des émotions dans la politique actuelle et qu'en fait il faudrait mettre de côté la croyance, parce que c'est ce qu'il nous dit en fait au tout début du livre. Il part du principe que la politique est vue par le plus grand nombre comme étant un élément particulièrement rationnel. En fait, Lordon nous dit que, tel qu'il le voit, la plupart des gens pensent que la politique, ce n'est que des gens qui réfléchissent très 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 fort. Et qu'en fait, il faudrait que la plupart des gens comprennent qu'en fait, les gens en politique, ils sont surtout soumis à leurs émotions. Alors déjà, partir sur ce principe-là, je vous avoue que ça me laisse un peu rigoler, parce que je pense pas que la grande majorité des gens ont l'impression que les politiques sont des gens extrêmement intelligents et qui passent beaucoup de temps à réfléchir. Je vous avoue que personnellement, j'ai plus l'impression qu'une grande majorité des gens voient que les politiques sont des espèces de gros glands, bouffis d'importance et d'ego, entièrement sujets à leurs émotions et à leurs envies personnelles et à leur ego. Donc j'avoue être quelque peu perplexe déjà sur cette vision qu'il a de la politique. J'avoue que déjà ça me laisse assez perplexe. Je pense qu'on connaît pas tout à fait les mêmes gens et que du coup on n'a pas tout à fait le même contexte. Parce que, je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, hein, mais la semaine dernière quand on en a parlé, globalement les gens dans le chat ils disaient pas trop qu'ils avaient la même vision que Lordon, qui était que la grande majorité des gens pensaient que absolument les politiques étaient des gens très 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 intelligents qui passaient beaucoup de temps à réfléchir, qui avaient des pensées trop complexes. C'était pas vraiment ce qui en ressortait. Non mais on est politisé aussi. Ouais, quand même. Quand même. Donc je sais pas, je sais pas quoi penser. J'avoue que ça me laisse un peu perplexe parce que, en fait, ma réflexion est que je ne serais pas étonné que ce soit dû au fait que je suis dans un bassin de personnes qui est effectivement plutôt très politisé, qu'en plus de ça, à la base, je suis quand même psychologue social, donc j'ai travaillé ces thématiques-là. Donc de fait, je suis pas quelqu'un, on va dire, de lambda dans la société qui n'a pas de connaissances particulières sur ces éléments-là. Je suis déjà sur un aspect où du coup j'ai des connaissances et c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai pas la même manière de voir les choses et que peut-être que effectivement quand il dit que la plupart des gens dans nos sociétés ont l'impression que les politiques sont des gens très 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 intelligents, peut-être que c'est le cas, j'en sais rien, j'avoue que je sais pas. Je continue à rattraper un petit peu le chat. Lordon est cohérent dans sa médiocrité, certes. Je me suis endormi, mince, mais du coup, j'espère que ça a pu te faire du bien si tu as dormi un petit peu, Giulia. D'ailleurs, j'espère que je dis bien le pseudo, pour le coup. Mais du coup, j'espère que ça va. Si tu as besoin de te reposer, n'hésite pas à aller te reposer, si tu le peux, bien sûr. On a chié dans mes sondages, trop triste. Trop triste. Je demande ça comme ça, mais est-ce que, comme l'a sous-tendu Nizan, il ne faudrait pas brûler les philosophes de base, et que du coup, Lordon avec Spinoza pour parler de l'état de la réalité, ouais, hein. Je vous avoue que moi, personnellement, quand j'ai été en faculté, que je travaillais dans le laboratoire de psychologie sociale du travail d'organisation, c'est le laboratoire de psychologie, mais moi j'étais là par rapport au pôle psychologie sociale du travail d'organisation, ça nous arrivait de collaborer avec des philosophes. Ça nous arrivait que sur certains points, parfois les philosophes, d'ailleurs c'était plus souvent ça, c'est les personnes en philosophie qui venaient nous demander des retours. Plus rarement, nous, on demandait des choses aux philosophes, encore que c'est déjà arrivé 2-3 fois. On n'a pas la même approche en philosophie, en minimum de recherche, on va dire, en philosophie, c'est pas du Lordon. Je pense qu'un certain nombre de personnes qui proviennent, on va dire, de cadres universitaires un peu sérieux, n'ont pas du tout l'approche que peut avoir un Lordon bas de plafond. Parce que je vous avoue que là, vraiment, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel du tout. Après, je pense qu'un autre truc à prendre en compte, c'est que la faculté d'Aix-en-Provence et le laboratoire de psychologie, plus particulièrement, est éminemment connu et reconnu comme étant un repère de gauchistes. Voilà. On va placer les choses. On a beaucoup de retours un peu vénères de la part de l'administration et compagnie. En tout cas, à l'époque, on en avait beaucoup parce qu'aujourd'hui, j'y suis plus, donc je sais pas. Mais à l'époque, on en avait quand même pas mal. Et le constat est que on est très 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 à gauche. Ça se voit, ça s'entend, ça se sait. Et ça emmerde. Et je pense que du coup, probablement que les échanges aussi qu'on a avec les philosophes, etc., fait que, idéologiquement, on est quand même placé sur une certaine remise en question et sur une certaine recherche à différents niveaux. On a aussi des gros droitos, hein, faut pas rêver. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que
on a un bassin particulier qui fait que peut-être que d'autres personnes en études de philosophie et peut-être aussi de psychologie ailleurs en France seraient beaucoup moins axées, on va dire, sur les thématiques de déconstruction, etc. J'en doute un peu, je pense que oui, bien sûr qu'il y a des gens d'extrême droite et de droite, bien sûr, dans ces bassins idéologiques aussi, hein, il y en a plein, hein, dans ces domaines de recherche aussi, à travers la France, hein, encore une fois, il y en avait aussi chez nous, hein, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas ailleurs, mais je pense que quand même, quand tu travailles dans les questions de sciences humaines et sociales, tu apprends à constater le réel, et partant de là, bah en fait, tu vas voir qu'il y a des trucs qui collent pas, tout simplement. Tu peux pas être de droite quand tu passes ton temps à travailler autant les questions sociales, que tu vois la réalité du terrain, tu ne peux pas, en fait. Enfin, je comprends même pas comment c'est possible. Et en même temps, je dis ça, et je connais des gens qui ont fait exactement la même formation que moi, qui étaient en même temps en études que moi, qui sont des droitos infinis. Mais je vois aussi pourquoi est-ce qu'ils le font. Je pense qu'à partir du moment où tu es dans la recherche, c'est difficile, même si c'est possible. Je pense que c'est difficile de rester sur des idées très à droite, parce que tu vas voir, ton travail va consister à faire des recherches sur ces questions-là, donc tu vas constater en fait des trucs et tu peux pas trop rester très très conservateur, très très à droite, même centriste, c'est un peu difficile force. A contrario, il y a des gens qui ont fait exactement la même formation que moi, mais qui sont aujourd'hui, notamment un en particulier que je pense, qui est recruteur, il fait du recrutement en entreprise, il gère un cabinet de recrutement. Lui, il est très 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 à droite, il a aucun problème à être très très raciste, à être très très misogyne, etc. Mais parce que lui, il a une vision du monde où en fait, dès le début, c'est marqué, c'est clair, c'est net, c'est précis, il est égoïste. En fait, c'est quelqu'un qui est très aisé, c'est un mec blanc, cis, hétéro, valide. Et le truc, c'est que j'ai déjà eu des discussions avec lui, notamment à l'époque où on était en faculté ensemble, où on était en cours ensemble, on était dans la même formation, dans le même... dans la même promotion, et en fait il m'a déjà dit que lui en fait la seule chose qui l'intéresse c'est lui. Lui il est prêt à faire ce qu'il faut pour avoir lui un cadre de vie très bien, parce que de toute façon le monde il est méchant, il est horrible, donc il préfère penser qu'à sa gueule, et tant pis pour les autres, parce que en fait s'il pensait pas qu'à sa gueule, il pourrait pas vivre aussi confortablement. Donc en fait on voit très très bien que la construction égoïste est là en fait, et c'est ça qui fait qu'il peut rester dans un domaine, et notamment dans des connaissances qu'il a développées, qui normalement te font prendre conscience d'un certain nombre de choses. Le truc c'est que tu vois qu'en fait il va pas chercher ça. Un autre truc qui m'avait fait péter un câble d'ailleurs à l'époque, ma formation est donc une formation un peu particulière qui nous permet donc d'avoir le statut de psychologue si tous les prérequis sont remplis, à savoir il faut avoir fait la formation, il faut avoir fait un stage en entreprise suffisamment conséquent, où on a fait un travail de psychologie évidemment, et avoir été contrôlé par des psychologues et validé comme étant bon praticien-praticienne. C'est déjà arrivé, notamment l'année où moi j'ai eu mon cursus. En fait, il y a quelqu'un qui n'a pas eu son cursus, qui a eu la validation de son diplôme, mais qui n'a pas eu le titre de psychologue, parce que les psychologues qui l'ont suivi, en fait, la psychologue qui l'a suivi en particulier, parce qu'il y a surtout une personne qui vous suit, même si vous avez une équipe pédagogique, bref, a estimé qu'en fait la personne était compétente en termes d'expertise, en termes de connaissances en sciences humaines et sociales, donc son diplôme a été validé. Par contre, en tant que psychologue, elle n'avait pas les outils qu'il fallait, elle était tout simplement pas adaptée et pas en empathie, etc. Elle avait des comportements qui n'étaient pas ok, absolument pas ok. La neutralité qu'elle était censée avoir quand tu fais un métier en tant que psychologue n'était pas là. Et donc tout simplement, ils n'ont pas validé le titre. Donc la personne a obtenu son diplôme, elle est reconnue comme étant une experte dans les thématiques de sciences humaines et sociales. Par contre, elle n'a pas le titre de psychologue, elle ne peut pas se dire psychologue, elle ne peut pas intervenir dans le cadre d'un emploi de psychologue. Ça lui est interdit. Parce que, encore une fois, elle n'avait pas les outils qu'il faut. Humainement parlant, c'était pas là. Concrètement, c'est parce qu'elle était d'extrême droite, qu'on soit d'accord. Alors pas parce qu'elle était d'extrême droite que du coup elle a été refusée, c'est parce que du coup le fait d'être d'extrême droite fait avoir des comportements inhumains, racistes, etc. Et que du coup ça passe pas en fait. Enfin, juste non en fait, point. Quand tu interviens en entreprise et que tu es là pour t'assurer que les employés sont en bonnes conditions, etc., que la gestion des risques est respectée, etc., et que en fait tu te rends compte que ta personne qui fait ce taf là est une grosse raciste de l'enfer, si c'est vraiment trop évident, généralement ça saute, tout simplement, on lui permet pas d'avoir le titre parce qu'on sait qu'elle va être violente et qu'elle va faire des souffrances au travail, et du coup on a quand même un minimum. Encore heureux, parce que encore une fois, le milieu de la psychologie et notamment le psychologie en entreprise peut être très hypocrite et très de droite, on va pas se mentir. La personne a obtenu le diplôme mais pas le titre pour enseigner. Alors techniquement elle pourrait enseigner, rien ne l'empêche d'enseigner les connaissances en psychologie. Par contre, elle n'a pas le titre pour travailler en tant que psychologue, c'est-à-dire faire par exemple comme moi du conseil en entreprise. Elle ne peut pas.
Elle n'a pas cette possibilité-là. Par contre, elle pourrait typiquement enseigner de la psychologie, parce qu'elle a les connaissances des thématiques psychologiques. Elle a la connaissance des domaines de recherche en psychologie. Elle est juste pas apte à les utiliser en entreprise. C'est ça la différence. Donc justement, elle pourrait enseigner, mais elle pourrait pas travailler en entreprise. Pas en tant que psychologue en tout cas. Je savais pas que c'était considéré comme problématique le racisme en psychologie. Bah sur le papier si, c'est censé, parce que en fait t'es censé être là pour les autres. Et donc bah si t'es raciste, bah t'es pas là pour les autres en fait. De fait. Donc tu vas pouvoir laisser dans le cadre de la psychologie du travail, parce que moi je parle particulièrement de la psychologie sociale du travail, hein, c'est mon domaine de base, parce qu'après je présume que si tu vas en psychologie clinique c'est pas la même, simplement parce que la psychologie clinique en France est très marquée de la psychanalyse, et alors là c'est encore autre chose, parce que la psychanalyse est extrêmement discutable à beaucoup de niveaux, très misogyne, c'est pas scientifique, c'est une pseudo-science, c'est de la merde, bref, on va pas revenir dessus, on a déjà fait des lives dessus, donc voilà, mais du coup dans ce cadre là, peut-être que ça passe beaucoup plus facilement si tu es raciste, parce que tout simplement on est malheureusement, encore une fois en France, très discutable sur les questions de la psychiatrie, de la psychologie, clinique, etc. Donc bon. Bref, toujours est-il que, pour reprendre, sur ce que je disais à la base, c'est vraiment un point de vue qu'il a qui me surprend un petit peu, Lordon, parce que j'essaie de recentrer quand même avec le livre. Je suis un petit peu perplexe là-dessus, parce que cette vision qu'il a donc, du monde politique comme étant très intelligente et réfléchie, etc., qu'en tout cas il pense que la plupart des gens ont cette vision-là, bah moi je l'ai pas du tout, mais je ne sais pas si ça vient pas du coup de mon cadre, si ça vient pas du fait que moi je suis quelqu'un qui non seulement est très politisé, mais qui en plus de ça est passé par un parcours universitaire, qui a travaillé notamment ces questions-là, et qui du coup fait que moi j'ai pas du tout cette vision là. Je sais pas si le grand commun des gens a effectivement pas, comme il le dit, finalement une vision qui est très une vision de la politique qui est très ce sont des gens très intelligents, etc. J'avoue que là-dessus je sais pas, je saurais pas te dire. Sociologiquement je sais pas ce qui ressort pour le coup. Je continue à rattraper un petit peu ce que j'avais dit. J'ai vu un mème qui disait faire de la recherche en sciences humaines et sociales en étant de droite, c'est comme être géologue et platiste. Alors oui, c'est vrai. Après, comme je l'ai présenté tout à l'heure avec la personne que je connaissais, parce que maintenant j'ai plus aucun contact avec lui, hein, on va pas se mentir, c'est pas forcément les mêmes mécaniques, tu peux avoir des mécaniques juste d'égoïste, juste purement et simplement d'égoïste. Typiquement, lui qui te disait, il est prêt à faire du recrutement qui est misogyne, il est prêt à faire du recrutement qui est raciste, etc., parce qu'en fait il s'en fout des gens. Il s'en fout des gens, la seule chose qui l'intéresse c'est son petit cul à lui. Donc on n'est pas dans un système de croyance qui est pété, ce qui serait le cas si on allait par contre plutôt du côté de la psychanalyse. Typiquement la psychanalyse, pour moi on est sur des fonctionnements qui peuvent être très proches de ce qu'on peut retrouver dans des milieux complotistes comme les platistes, etc. En termes de mécanismes, ils ont des croyances qui sont complètement décorrélées de toute preuve et qui sont éminemment très discutables, on va dire. Mais là, surtout des gens qui peuvent être de droite en travaillant dans la recherche en sciences humaines et sociales, en fait c'est tout simplement, ça dépend quel domaine ils vont être. S'ils sont dans la recherche pure, c'est vrai que c'est compliqué d'être de droite. Il y en a, hein, mais généralement c'est quand même plus compliqué. Puis après, encore une fois, ça dépend de la faculté aussi. Selon le bassin dans lequel tu es, t'as pas du tout le même rapport de force qui est présent. Moi je sais qu'encore une fois, sur le laboratoire de psychologie sociale qu'il y a à Aix-en-Provence, en tout cas il y a quelques années, on était plutôt connoté gauche, très très gauche. Donc forcément, à ce moment-là, ça fait que les gens qui vont être formés par ces gens-là, par ces enseignants-là, vont être poussés à regarder un certain nombre de thématiques. Nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. N'est-ce pas ? A contrario, je pense que si vous êtes dans un milieu, typiquement vous prenez toujours Aix-en-Provence, mais vous allez du côté de la psychologie clinique. Le directeur de master de psychologie clinique pendant longtemps c'était un psychanalyste. Partant de là, c'est pas du tout les mêmes gens qu'on produit quoi. Hein. On leur présente pas les mêmes choses. Étonnamment, c'était surtout des mecs qui finissaient avec le titre de doctorant, etc. Enfin, voilà, on a quand même des choses qui sont très différentes. Et encore une fois, ça dépend parce qu'en vrai, il y a un truc en psychologie. Alors, d'ailleurs, je confonds parce qu'il y a plusieurs domaines en psychologie, on va dire clinique. Mais le master de psychologie clinique, c'est celui qui avait des problèmes de violence sexuelle et sexiste. Ça, c'est encore un autre truc. Le directeur de master, en fait, qui forçait
les meufs tout simplement. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais on avait encore un autre problème quoi. Enfin bref, donc c'était vraiment pas propre, c'était vraiment pas très propre du tout. Et donc là-dessus, bah, vous doutez bien que si on a ce genre de fonctionnement, ils sont pas très à gauche eux. Et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on s'entendait pas très bien entre laboratoire de psychologie et de psychologie sociale et le pôle psychologie clinique. On était plutôt en guerre ouverte parce que justement on n'est pas du tout sur les mêmes accointances politiques et qu'il y a plein de trucs qui passent pas. Il y avait énormément de validisme par exemple du côté de la psychologie clinique. Moi-même d'ailleurs j'ai subi du validisme à cette époque là parce que j'ai eu mes problèmes de santé qui ont fait que j'ai été alité pendant environ 4 mois. Je pouvais pas venir en cours forcément puisque j'étais alité à cause de mes problèmes de santé qui étaient vraiment très graves et j'avais demandé à un enseignant parce qu'il faisait absolument tous ses enseignements sur des diapositives etc. Est-ce qu'il voulait bien me donner les diapositives pour que je puisse essayer de maintenir un peu des connaissances au niveau des cours qui étaient prodigués puisque je pouvais pas y être et qu'il n'y avait pas de télétravail, j'avais pas mes enseignements à distance parce qu'il fallait payer les enseignements à distance et du coup bah là j'avais pas payé cette année-là, j'ai payé les années suivantes par contre. Bref, et le truc c'est que il m'a répondu en me disant en gros que ça se méritait et qu'il fallait être là et que si j'étais pas là, bah je méritais pas donc bah en fait non je les aurais pas et je pourrais me faire mettre. Voilà, en gros c'est ça qu'il m'a répondu. Et donc là vous êtes là et vous dites ah ouais d'accord, très bien. Cool. Sachant que mes problèmes de santé, c'est que j'ai failli crever, hein, au passage. Hein. Si je suis resté alité pendant 4 mois, c'est pas sans raison. Donc vraiment, t'es sur ce niveau-là et tu te dis ah, ok. Pour vous donner la différence, l'enseignant qui gère le master de psychologie sociale, en tout cas qui gérait le master de psychologie sociale à l'époque, exactement la même situation s'est présentée. J'étais alité pendant 4 mois du coup, parce que bah, du coup vous vous doutez bien que si j'ai raté un enseignement, j'ai raté tous les enseignements. Je lui ai envoyé plus ou moins le même message en lui disant voilà, je suis coincé, est-ce que je peux avoir au moins la diapositive, etc. Le mec m'a envoyé l'entièreté de ses diapositives, il m'a envoyé l'entièreté de sa bibliographie et il m'a dit si vous avez la moindre question, vous me posez des questions, je vous répondrai ou je vous dirigerai vers les ouvrages qu'il faut. Derrière, les années suivantes, les 2 années suivantes, j'ai été en master, du coup, master 1, master 2, avec donc cet enseignant-là en particulier qui était mon directeur de master, et il m'a dit tout au long du cursus des 2 ans, si à un moment donné tu sens que physiquement ton corps il suit pas, parce que mes problèmes de santé sont dus à une maladie génétique incurable, il m'a dit si tu le sens pas, si tu sens que tu t'épuises trop, tu priorises certaines choses, tu mets ton focus sur certaines des matières, tu négliges totalement les autres, tu t'en fous, on s'arrange. Le master, s'il le faut, tu le feras en 3 ans. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Tu peux tout à fait gérer tes ressources comme tu en as besoin et comme tu en as la nécessité. T'es pas obligé de tout faire comme tout le monde en même temps parce que t'es pas comme les autres en fait. Toi, t'as des problèmes de santé que les autres n'ont pas. Ouais, ça c'est ça la différence en fait. Entre d'un côté, ben, un mec de droite et un mec de gauche. Il y en a un qui s'en bat les reins, qui vous dit crève, marche et crève. Point. Et t'as l'autre qui dit bah on va essayer de s'adapter, on va essayer de faire en sorte que tu puisses faire tes études et que tu puisses les finir quoi. Voilà. Donc forcément vous doutez bien qu'entre les deux, il n'y avait pas beaucoup d'amour. Hein. Il était un peu extrait du capitalisme. Ah bah pour le coup l'enseignant directeur, Monsieur Souville, voilà si jamais vous entendez parler de Monsieur Souville, c'est un amour. Vraiment c'est un amour. Il est adorable et en fait il faut savoir que cette personne là, donc c'est évidemment un psychologue social, lui aussi. C'est un psychologue social de la santé à la base. C'est-à-dire que lui, son taf, avant d'être enseignant-chercheur, c'est particulièrement de travailler sur la question de la santé au sein des entreprises. C'est son focus spécial. Donc en fait, si ça joue, lui, c'est ce qu'il fait à la base comme travail. Avant de faire de l'enseignement, il intervient en entreprise pour s'assurer que les conditions de travail sont adaptées aux différentes personnes qui sont dedans. Donc comme quoi, bah finalement, il est raccord avec le fait de prendre soin et de s'adapter aux gens, quoi, tout simplement. J'aurais pensé qu'il était conservateur parce qu'il doit faire des emballages sous ville. Ok. Ça doit être juste le minimum, quoi, mais bon. Bah ouais, mais bon. J'ai fait ma licence en 5 ans. Bah ouais, moi personnellement, j'ai raté ma première année et j'ai raté ma 3e année. Ma première année parce qu'en fait je suis allé en faculté alors que j'ai des problèmes d'agoraphobie et j'ai fait beaucoup de crises, j'ai des pertes de mémoire et donc du coup j'ai dû retaper ma première année en fait à distance. Et j'ai raté ma 3e année parce que mes problèmes de santé sont déclenchés et que je me suis retrouvé alité pendant 4 mois. Et donc du coup en fait j'ai raté un semestre concrètement. J'ai pas réussi à récupérer les points qu'il fallait. J'étais à 9 et des poussières de moyenne. Et donc du coup j'ai dû retaper l'année pour récupérer les matières que j'avais ratées tout simplement.
Donc voilà, c'était le fun, c'était très le fun bien sûr. Donc du coup j'ai fait pareil, ma licence je l'ai fait en 5 ans et mon master par contre je l'ai fait en 2 ans, j'ai réussi à tenir en 2 ans. Mais voilà, typiquement vous avez des enseignants qui ont conscience qu'à un moment donné vous n'êtes pas juste des élèves, vous êtes des gens, vous êtes des êtres vivants qui ont malheureusement des limitations, notamment des limitations de santé, et qui sont pas des abrutis finis qui sont en train de se dire en fait on va te faire trimer jusqu'à ce que tu crèves et puis c'est tout. Non, il y a des gens qui sont un minimum conscients des besoins et qui sont prêts à essayer de s'arranger aussi avec l'administration, parce que de l'autre côté l'administration est pas cool, hein. Faut savoir que l'administration est très dure avec les enseignants-chercheurs et avec les élèves, et je sais très bien, et c'est une des raisons d'ailleurs qui ont fait que j'ai poussé pour essayer de valider mon master en 2 ans et que j'ai réussi à le valider en 2 ans, c'est que si j'avais dû repiquer, je sais que j'aurais dû en chier. Je sais que j'aurais dû en chier et je sais que Souville, du coup, aurait dû en chier aussi. Parce que, justement, l'administration est horrible. L'administration est vraiment infernale en faculté. Et ça va pas de mieux en mieux. Et moi, je me suis dit, non, j'ai envie de m'éviter ça. Parce que autant, peut-être qu'en termes de fatigue et tout, j'arriverai mieux à gérer. Mais je vais m'épuiser sur d'autres thématiques et je vais subir de la violence en fait, surtout. Et la violence institutionnelle est très grande, très grande. Et j'en ai subi pourtant, hein, j'en ai subi comme ça beaucoup au cours de mon cursus, notamment mon master. J'avais une autre enseignante qui était une enseignante du coup dans le cursus de psychologie sociale, qui elle n'est pas psychologue, elle est chercheuse en sciences humaines et sociales. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les personnes qui parfois ne sont pas psychologues parce qu'elles n'ont pas obtenu le statut de psychologue, mais qu'elles ont quand même validé leurs études. Voilà, là c'est un peu équivalent, alors dans le sens où pas on lui a refusé d'être psychologue, dans le sens où à la base c'est une chercheuse russe qui a fui la Russie pour différentes raisons, notamment parce qu'elle travaille sur des questions de tout simplement de politique, de sciences humaines et sociales, etc. Des choses progressistes qui du coup sont pas très passées, donc elle est venue vivre en France il y a plusieurs années de ça. Et le problème c'est que elle est très conservatrice et j'ai pris beaucoup de validisme de sa part, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai pas fait un doctorat. On m'a proposé de faire un doctorat mais avec elle en tant que maître de thèse. Sauf que j'avais passé 2 ans à prendre des pics constamment par rapport à ma santé et compagnie, et que c'était une connasse finie, et que du coup j'ai fait en fait non. En fait non, je vais pas faire de thèse avec elle, on va éviter. Je vais laisser à d'autres gens, hein, bisous. Allez, donc voilà, c'était le fun, c'était le fun. Bref. Je reprends la lecture sur tous ces entrefaits, je vous parle de ma vie, c'est pas forcément le but, hein. C'est toujours plus intéressant que Lordon, hein, je sais bien, mais quand même. Bon, il nous racontait quoi? Ah oui, il faisait du Lordon classique, il nous parlait donc de tout ce qui était les incroyables philosophes qui nous permettent de comprendre plein de choses. Ah là là, trop intéressant. Et en fait, en mode, non, pas du tout. Déjà que les directeuristes de thèse peuvent refuser les arrêts maladie. On aurait grand tort évidemment, et Elster ne s'y trompe nullement, de prendre un parti légèrement moqueur au spectacle de ces ondoiements pré-scientifiques. Non mais c'est pas pré-scientifique, c'est pas scientifique en fait, mais bon bref. Les moralistes au contraire, on l'a vu très sûr, et s'ils ne parviennent pas aux conclusions univoques, où une forme sommaire d'esprit scientifique trouve sa satisfaction, c'est parce que l'univocité n'appartient pas à la condition passionnelle. Alors là, ça c'est beauté en touche de manière magnifique. En gros, il est en train de te dire, alors vous, si vous vous basez sur des points de vue scientifiques, forcément vous êtes en train de péter un câble, péter des airs, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, vous ne les comprenez pas. En fait, vous ne comprenez pas qu'ils ne parlent pas de la même chose, et en ce en quoi ils parlent, ils ont raison. C'est ça qu'il est en train de nous dire, hein. C'est quand il nous dit les moralistes au contraire on l'a vu très sûr. Là ce qu'il est en train de nous raconter c'est ouais ok toi tu te bases du point de vue des sciences, du point de vue des sciences ça passe pas, ça marche pas. Mais en fait c'est parce que tu comprends pas que c'est pas de ça qu'on parle. En fait on parle pas comme ça et eux ils ont raison en ce en quoi ils parlent. Ils n'ont pas tort. C'est quand même discutable, hein. Encore une fois c'est très discutable. Les systèmes passionnels sont à très grand nombre de degrés de liberté. C'est bien pourquoi, en réalité, leur opération est la plupart du temps imprédictible. Prédire supposerait d'imposer rigoureusement une clause toute chose égale par ailleurs. Ah oui, alors d'ailleurs ça c'est un autre problème. La semaine dernière quand on a lu, à un moment donné, il nous explique que, selon lui, la science est là pour prédire. Non, la science ne prédit pas. Jamais. C'est pas son taf, c'est pas à ça qu'elle sert. La science ne dit pas ce qu'il faudrait. Voilà, c'est pas ce qu'elle fait. La science, en fait, les sciences d'ailleurs plutôt, son taf, c'est d'observer, d'analyser et d'essayer de comprendre. Éventuellement de dire que on a déjà eu des cas qui ressemblaient à ça
et que quand on a eu des cas qui ressemblaient à ça, ça a débouché sur ça. Donc peut-être qu'on pourrait s'attendre à ce que ça débouche sur ça, mais elle ne prédit pas. C'est pas son taf, elle sert pas à ça. Les recherches scientifiques ne servent pas à ça, ça n'a aucun sens. Et encore une fois, là, c'est un peu ça. Quand ils vous parlent du coup du fait qu'en fait, ils ont quand même raison, ils ont la vue très sûre, patati patata, que derrière vous dire prédire supposerait d'imposer rigoureusement une clause, patati patata. Là, en fait, il sous-entend que pour lui, la science, les sciences sont là pour prédire. Encore. Alors que c'est pas le but, c'est pas le propos. Be right back, besoin d'un break, pas de soucis, bon break à toi. Merci d'avoir été là en tout cas jusqu'à présent. J'espère que tu passes quand même un bon moment malgré tout, malgré l'ordon. Or, les choses par ailleurs ont rarement le bon goût d'être égales. De cette inégalité résultent d'autres affections, que celles dont on cherche à cerner les faits, qui viennent alors la moduler, la distordre, parfois la renverser carrément. Dans la multitude de choses environnantes et changeantes qui font aussi affection, on aura bien du mal à isoler l'effet de celle à laquelle on s'intéresse et qui se compose avec toutes les autres, pour une résultante vouée à varier avec l'ensemble de circonstances. Pareil, ça c'est très discutable. Bien sûr qu'il y a des variabilités, bien évidemment. C'est pour ça que dans les sciences humaines et sociales, et dans les sciences en général, quand on va étudier un élément, on essaye de faire ça dans un environnement contrôlé. On essaye de faire ça où justement on a à minima repéré les différentes variables qui peuvent intervenir, voire on les a neutralisées pour du coup pouvoir voir si on arrive à isoler les causes un petit peu, ou au moins à les comprendre. C'est tout le principe. C'est, encore une fois, qui connaît pas trop de quoi il parle, mais bon. Tu sais ce qu'il faudrait pour rendre la lecture encore plus insupportable? Une musique au clavecin? Non. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Je t'en supplie, fais-le. Bon. Si vous le demandez. Ce sera la faute de Solaris. Je tiens à le dire. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Mais le défaut de prédictibilité d'une intervention dans le milieu passionnel tient plus encore à la diversité des complexions au travers desquelles, par réfraction, elle va produire ses effets. Oui, bon, c'est du piano, mais je vous ai mis un truc qui dure 2 heures, parce que sinon j'ai que des trucs qui durent 3 minutes. Voilà, mais l'idée c'est qu'avec de la musique classique, on a normalement le bon bagage un peu classiste. Normalement on est bien là, normalement on est bien. Là, on va avoir le droit du Mozart, du Beethoven, du Chopin, du Bach, etc. Donc là, normalement, on va avoir le bon environnement classiste, comme il faut. Fred, j'espère que tu es là. Spinoza note plaisamment dans la préface d'Éthique 4 : la musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'affligé, et pour le sourd ni bonne ni mauvaise. Quel grand penseur! Ouais. Ainsi, une même affection produit-elle des effets très contrastés selon l'ingénium qu'elle traverse. L'affection musicale n'entre pas dans les affectabilités du sourd. Pas d'effet. C'est discutable. En fait, il y a des vibrations techniquement, voilà. Bref, mais elle entre dans celle des deux autres. Mais pourrait produire des effets diamétralement opposés. Et ça, pareil, c'est faux. Qui te dit que la musique, sur quelqu'un qui est par exemple de mauvaise humeur ou quoi, qui est affligé, pour reprendre ces termes, qui te dit que la musique serait mauvaise? Qu'est-ce qui te permet de dire ça, espèce de clampin de merde? Bref. De la même manière, on s'en souvient qu'une affection mathématique n'entre pas dans celle du non-mathématicien. Quant à ceux qui sont affectables, ils peuvent l'être très diversement, et toujours selon leur complexion, l'ingénium et leur situation. L'annonce de notre théorème de Fermat rend ivre de bonheur les mathématiciens, sauf peut-être celui qui était sur le point d'aboutir et qui est au désespoir de s'être fait souffler la postérité d'un cheveu. À moins qu'en lui le motif universel de réjouissance ne l'emporte sur la tristesse particulière de la déception personnelle, etc. Et même cet exemple élémentaire suffit à nous faire percevoir la principale priorité de l'élément passionnel, la plurivocité,
Alors oui, comme l'ont pressenti les moralistes, une affection peut bien produire un effet et son contraire, parce que toutes les choses environnantes ne sont jamais égales par ailleurs, et parce que des hommes différents peuvent être affectés par un seul et même objet de manière différente, et un seul et même homme peut être affecté par un seul et même objet de manière différente à des moments différents. Je me sens sale, je vais aller prendre une douche. J'assume le clavier mais pas le piano. C'est horrible, bon sang. J'ai envie de crier des trucs pas polis. Oui. Alors, pas de regret que je vous ai mis de la musique classique? C'est meilleur, c'est ça? Ça permet de bien comprendre la pensée de Spinoza. Bon, que vous dire à part que c'est effectivement très médiocre, encore une fois, parce que, typiquement, c'est TKT source, crois-moi. Ne pas comprendre également le fonctionnement des sciences, parce que ça c'est un autre problème qu'il y a, mais ça c'est pas spécifique à Lordon, hein, ça c'est spécifique à beaucoup de gens. Les sciences ne sont pas quelque chose qui est issu de Jean-Michel Gros-Cerveau dans son coin. Voilà, sachez-le, apprenez-le. À aucun moment, si vous avez un scientifique qui est mis en avant en tant que tel, en tant que lui seul, c'est pertinent. C'est pas comme ça que ça marche, la science. Les sciences ne marchent pas comme ça. Les sciences, c'est de l'entraide, c'est de l'échange, c'est des allers-retours entre différentes équipes qui travaillent sur des thématiques proches, voire les mêmes. En fait, la notion d'ego en science, elle est complètement pétée. Vous pouvez la trouver, bien sûr, vous trouverez toujours des scientifiques qui ont un ego surdimensionné et qui vont vouloir mettre en avant qu'ils sont des espèces de génies incroyables et improbables, etc. Hein. Ce sont généralement des grosses merdes, qu'on soit d'accord. C'est vraiment, littéralement, en général, les plus grosses merdes que vous pouvez trouver dans le coin et qui bouffent le travail d'autrui. Et bonjour l'ex-tuteur au passage, j'espère que tu vas bien. Typiquement, moi je suis issu des sciences humaines et sociales. Dans les sciences humaines et sociales, vous avez quelqu'un qui est beaucoup mis en avant, qui s'appelle Bourdieu. Bourdieu a pu permettre de donner une certaine visibilité à beaucoup d'éléments en sciences humaines et sociales. Mais Bourdieu a aussi complètement phagocyté le travail, notamment de femmes, d'étudiants. Il les a détruits, il les a rendus invisibles, il s'est accaparé leurs ressources, il s'est accaparé leurs connaissances, il s'est accaparé leur travail pour son intérêt personnel à lui. Et ça, on a tendance à l'oublier, par exemple. Et globalement, c'est quelque chose qui ressort très régulièrement dans les sciences, en général. Si vous avez un scientifique qui avance tout seul contre vent et marée pour dire à quel point il a raison, à quel point il est le gros cerveau qui a permis toutes les avancées, c'est faux. C'est qu'il ment. Soit c'est qu'il est complètement à l'ouest et qu'il ne se rend pas compte qu'il y a énormément de marches qui ont été produites pour qu'il puisse monter aussi haut par tout un tas d'autres personnes que lui, hein, déjà, d'une part. Soit c'est juste qu'il ment, qu'il est littéralement en train de vous mentir, de vous pipoter, et qu'il fait sciemment exprès de mettre sous silence les travaux et les échanges qu'il a eu avec tout un tas de personnes et qui lui ont permis d'avancer et de faire les peut-être publications qui lui ont donné sa renommée. Publications qui sont très généralement toujours faites à plusieurs. Je connais relativement peu de publications qui sont faites par Jean-Michel tout seul dans son coin. C'est très très rare. Ça arrive, hein, mais c'est quand même super rare et c'est généralement sur des trucs mineurs. Les recherches, les sciences se font toujours par groupe, par coopération. Donc encore une fois, l'exemple là qui nous pose de Jean-Michel qui pèterait un câble parce que oh là là, il y a un autre scientifique qui aurait mis en avant un théorème qui du coup ferait que son travail à lui passe à la trappe, bah c'est faux en fait, parce qu'il y a de grandes chances que dans la réalité, les deux étaient en train de papoter ensemble et de s'échanger des trucs, et puis avec d'autres personnes encore, voire même qu'ils aient publié ensemble, en fait. Mais bon, on n'attend pas vraiment de la part de Lordon qu'il ait le minimum syndical de compétences et de connaissances dans ce qu'il dit. On commence à avoir l'habitude qu'il est d'une médiocrité assez exceptionnelle. Comment ça va, Lex Tutor? J'espère que tu vas bien. Je suis désolé, je suis en train de râler comme l'enfer parce que je lis du Lordon et que c'est mauvais. J'espère que tu vas bien, aussi bien que possible en tout cas. Comment ça va au Japon? Ça va, j'arrive au râlage. Ah mais on fait que ça, on ne fait que ça, c'est effroyable. On a lu 38 pages, alors on a lu 38 pages entre aujourd'hui et la semaine dernière. Hein. C'est de l'incompétence crasse mélangée à une médiocrité phénoménale et à un ego surdimensionné. Et ça donne un très bon résumé de ce qu'on lit. Donc on est en train de lire le livre de Frédéric Lordon, Les affects de la politique. Et le style est boursouflé, effectivement. Bon, ça va un peu avec l'ego, en vrai, je pense. Il aime bien, à mon avis, gonfler son style pour essayer justement de se faire un peu mousser, de montrer qu'il a un gros cerveau, lui. C'est...
Voilà, c'est vraiment pas bien. Je vous le résume comme ça, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Je reprends le texte. Il faut maintenant imaginer ce que devient le problème de l'intervention quand les complexions à traverser sont nombreuses pour avoir une idée du caractère du pari que revêt d'intervenir en politique. L'intervention politique, comme en réalité toute intervention dans le monde social, est un pari passionnel, un pari sur les passions. Elle a nécessairement ce caractère puisqu'elle tourne entièrement autour de la question de l'effet, c'est-à-dire des affects. Ce que je m'apprête à faire, qu'est-ce que ça va leur faire ? Ce discours que je me prête à prononcer, ce geste symbolique que je voudrais poser, cette initiative que je voudrais prendre, cette décision que je vais annoncer, ce revirement d'alliance que je suis sur le point de négocier, comment ça va les affecter ? Et nul ne le sait en vérité. Ce sont toujours des bribes de connaissances pratiques qui sont rassemblées pour tenter de percer un peu l'opacité du milieu passionnel et d'anticiper quelque chose. Des bribes que les stratèges politiques auprès des leurs doivent toujours transfigurer en savoir quasi chamanique afin de pouvoir continuer à parler avec autorité. Mais rien que ça, déjà, c'est encore une fois éclaté au sol. Il a toujours cette vision. Alors du coup, le principe du livre, c'est de nous dire, en fait, la politique, c'est pas rationnel. En fait, la politique, ce n'est que de l'émotion. Ok, très bien. Sauf que du coup là, il arrive en te disant « Ah, mais en fait, tu vois toutes ces constructions, toutes ces réflexions qu'ils sont en train de faire. Oh là là, ces gros cerveaux. » Coucou, je me mets en lurk ici en espérant reprendre des cuillères grâce à Cerveau Galaxy Lordon. Ah bah là, je sais pas ce que tu vas avoir, mais en tout cas, bienvenue à toi Briga, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien aussi bien que possible. Avec le piano, c'est vraiment incroyable, je passe un moment dingue. Tant mieux. Pareil, le fait de pouvoir continuer à parler avec autorité. Est-ce que vous trouvez que les politiques parlent avec autorité ? Je suis désolé, mais moi, ils n'ont pas d'autorité. Ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas d'autorité. Vous parlez d'un Macron. Je suis désolé, mais Macron n'a pas de manière de parler avec autorité. Enfin, pour moi, il ne parle pas avec autorité. Il a du pouvoir parce qu'il est le président, parce qu'il est un mec blanc, cis, hétéro-normé, aisé, à la tête d'un des pays qui a une très bonne économie, une puissance militaire pétée, etc., etc. Mais le fait est qu'il ne parle pas avec autorité. Vous trouvez que quand vous avez des interventions de Macron, il parle avec autorité ? Enfin, je sais pas. Donc ça me semble un peu discutable. Si vous voulez... Par exemple, je vois qu'il y a Orgre qui nous parle de Jean-Luc Mélenchon. Je trouve que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup plus d'autorité quand il parle, et pourtant j'aime pas Jean-Luc Mélenchon, hein, mais je trouve que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup plus d'autorité quand il parle qu'un Macron. Parce que notamment, Jean-Luc Mélenchon est un très bon tribun. Il sait jouer avec les mots, et il arrive exceptionnellement bien à dire des choses incroyables et à faire mouvoir des affects, etc. chez les gens. Je trouve qu'il est beaucoup plus doué. Et pourtant, il y a plein de moments où c'est une quiche imbitable. Hein. Donc il faut aussi se poser la question de est-ce que finalement il est si bon que ça ou est-ce que juste il a le bon hasard de temps en temps. Ça, c'est encore autre chose. Parce que notamment sur les questions de féminisme, Jean-Luc Mélenchon peut repasser. Sur les questions également de tout ce qui est, on va dire, de l'antisémitisme, on peut repasser aussi. On a quand même un certain nombre de choses à dire par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Très clairement, et la LFI en général d'ailleurs, hein, pour le coup, malheureusement. Voilà, il y a beaucoup de choses où il est aux fraises, quoi, hein, clairement. Mais en termes de capacité à parler avec autorité, parce que c'est sur ça que je parle là précisément, hein, parce que je reprends le livre, je trouve qu'un Jean-Luc Mélenchon a beaucoup plus d'impact que beaucoup des politiques. Parce que Macron, il parle plus avec mépris qu'autre chose, effectivement. Moi je payerais très cher pour voir Résu démonter Lordon en interview de vive voix. Je suis pas sûr que ça serait très pertinent, déjà parce que je me mettrais probablement très vite en colère et que du coup il jouerait probablement la carte du non mais si vous êtes en colère c'est qu'en fait vous êtes pas pertinent dans ce que vous racontez. Il va asseoir toute son autorité par rapport à ses bagages, on va dire de privilégiés, etc. Ça serait pas pertinent, ça n'apportera pas grand chose en fait. Faire ce genre de débat n'a pas d'intérêt parce que le problème c'est qu'il va pas s'écouter, enfin il va pas m'écouter, il va que s'écouter lui-même, il va passer son temps à dire qu'il a raison et à rester convaincu qu'il a raison. Je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt pour le coup. En livre, celui que j'ai envie de lire depuis que j'ai vu en librairie, c'est Contre Lordon de Benoît Boy-Bunel. Je connais pas du tout, mais par contre je veux bien que tu le mettes dans le Discord pour que je l'ai de côté et que j'aille le chercher et éventuellement que je le mette sur la liste de trône. Ça pourrait m'intéresser. Ça pourrait m'intéresser pour le coup. Je reprends.
Et l'on sait bien que l'aura qui entoure celui dont par chance le pari a réussi, Mitterrand en 88, Sarkozy en 2007, il est une sorte de sorcier, il sent le pays et cette atmosphère magique qui, aux antipodes de la connaissance rationnelle, élit la connaissance sensitive comme la vertu suprême, nimbe le politique et les hommes politiques d'un mystère auquel eux-mêmes finissent par croire. Est-ce qu'il faut vraiment que je revienne là-dessus? C'est nécessaire. Et bonjour Axel, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Une ambiance particulière là, hein, Lordon sur 20. Lordon sur 20 qui nous dit quand même que bah du coup, lui, il a cette vision que la personne dont le pari, par chance, a réussi en politique, parce que c'est bien évidemment, hein, c'est évident, la politique, c'est de la chance. C'est pas du tout une affaire de rapport de pouvoir, de personnes privilégiées, issues d'un petit vase clos, d'héritiers. C'est faux, bien sûr, c'est une question de pari et de chance, de prise de risque. Parce que c'est ça les sous-entendus qu'il y a quand on écrit ce genre de choses. Hein. Bref, ça le nimbe d'une aura de sorcier, de celui qui sent le pays, Sarkozy. Sarkozy et Mitterrand comme exemple. Sarkozy et Mitterrand comme personne qui a pris des risques et qui du coup est nimbé d'une aura de sorcier qui sent le pays. Finalement, c'est bien quand il fait que citer Spinoza, c'est mieux. Hein. Je pense que c'est mieux quand il fait que citer Spinoza. Hein. Ça a plus de pertinence. Hein. Ça n'en a pas beaucoup, mais ça en a plus déjà. Oh là là. Oh là là. Je connais un peu Benoît Boy Bunel. Personnellement, c'est un philosophe, fait partie d'un groupe marxiste anti-travail et n'aime pas beaucoup la psychiatrie. Bon. Bon, philosophe, pourquoi pas, marxiste, allez, anti-travail, très bien, et n'aime pas la psychiatrie, très très bien. Ça peut être intéressant, pour le coup, ça peut être intéressant. C'est une ambiance particulière, là, avec la musique et tout. Alors, à la base, j'avais pas du tout mis ça comme musique, mais les gens m'ont dit, ah, vas-y, mets ça comme musique. Du coup, bah, j'ai mis ça comme musique. Parce qu'après tout, on est sur Lordon gros cerveau, donc ça colle bien. On a vraiment l'emballage classiste comme il faut. Voilà, on a l'emballage classiste comme il faut. C'est très très bien, n'est-ce pas? Et bonjour à toi, Kubayoyo. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Tu arrives sur un live cursed. J'espère que ça se passera bien malgré tout. J'espère que ça se passera bien malgré tout. Techniquement, t'as juste la chance d'être né dans la bonne famille. Mais après, non mais voilà, enfin... Et les débats c'est de la merde, ça sert rigoureusement à rien. Au pire, ça sert juste à légitimer des sacs à merde du genre le Z. Je suis assez d'accord, ouais. C'est assez d'accord. Je fais des recherches sur les fonds marins. Vous avez déjà vu un poulpe allemand? Pas du tout. J'avoue que je connais très très peu les fonds marins parce que j'ai un peu peur des fonds marins. Bon après ceci dit j'ai fait des jeux comme par exemple Subnautica qui était très bien. Mais et il est capable de s'exprimer clairement, pas comme Lordon. Oui bah ça peut être un bon point par contre pour Benoît Bowie Bunel. Donc en vrai ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je vais continuer la lecture. Malheureusement l'onction chamanique va autant qu'elle vient. C'est qu'il y a bien plus de foirades que de sortilèges, de sentis de travers que d'intuition juste, et le mana abandonne le magicien provisoire aussi brutalement, aussi incompréhensiblement à ses yeux qu'il lui était écu. Ah non mais vraiment, il écrit ça? Mais c'est tellement nul. Je vais... Donjons et Dragons sur 20. Ouais, je vais rien dire de plus, je pense. C'est... je pense que c'est une blague discutable, à minima. Je pense que c'est une blague discutable et qu'il va prendre à minima un timeout. Est-ce qu'il y a un modo qui peut mettre un timeout?
Et si ça revient et que ça va dans la même ligne, ça sera plus un timeout. En vrai de vrai, ce serait fort urbain s'il y a un modo dans le coin pour le faire. Normalement, vous êtes... oui, il y a Axel qui est là. Je crois qu'il y a Sansai aussi, peut-être. Ça, ce serait une bonne chose, s'il vous plaît. Tu m'en occupes? Parfait, merci beaucoup. On passe à un nouveau chapitre. Les sondages ou l'affectométrie du pauvre. Bien sûr, en sous-main, car y consentir trop visiblement serait se diminuer. Bon, déjà, le titre va me trigger de ouf. Le charisme est assisté par ordinateur, soutenu de quelques appuis rationnels. Quoi? Attendez, quoi? Bien sûr, en sous-main, car y consentir trop visiblement serait se diminuer. Le charisme est assisté par ordinateur, soutenu de quelques appuis rationnels, ou supposait-elle les sondages? Alors, je trouve ça assez fort de la part de Lordon de réussir à nous faire pour l'instant 40 pages où on a surtout du Spinoza comme référence et d'un coup nous dire en fait la politique c'est les ordinateurs, c'est les algorithmes. Je trouve ça assez fort. Vous saviez pas qu'il y avait des ordinateurs dans les années 1600 qui permettaient de faire de la politique? D'ailleurs la politique n'existe que depuis qu'il y a des ordinateurs. Bref, que sont les sondages en effet, sinon une pauvre tentative d'affectométrie? Mesurer les affects anticipés dans un milieu passionnel hétérogène, voilà ce que prétendent faire les sondages. Et du coup on faisait comment avant? Question con, voilà, qui se pose, mais on faisait comment avant? Il y a toujours eu des sondages, du coup, c'est ça? Je mets un peu de mauvaise foi, bah parce qu'en fait je suis saoulé. Je suis saoulé parce que c'est toujours médiocre de la même manière et que là c'est le début du chapitre et que je vois très bien vers où il va nous amener. Je vois très bien vers où il va nous amener. Et ça me saoule. Ça c'est les 3 premières phrases du chapitre 1. Si ça commence là-dessus... je donne pas beaucoup. C'est-à-dire que tu vois, on serait sur les 3 premières lignes du tout premier chapitre du livre. Je t'aurais dit bon... Bah, ok, allez, admettons, j'avoue que... Allez, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas au début. C'est pour ça. Donc je vais aller continuer à lire, mais bon. Ça part pas bien, à mon avis. Mesurer les effets anticipés dans un milieu passionnel, ça je l'avais lu, pardon. Avec le bilan qu'on connaît, mais par construction, puisqu'ils ont choisi la voie du rationnel, les sondeurs n'ont aucun mana à perdre. Il leur revient le ridicule seulement. Encore cette référence au mana, c'est rigolo. Effectivement, politique et donjon. Politique et donjon, pourquoi pas. Je trouve ça rigolo la blague, en vrai. Bon, là l'idée c'est de dire que bon, bah, les sondages c'est un peu de la merde, ce qui est vrai. Alors lui il dit que c'est de la merde parce qu'ils sont décorrélés des affects. Que, en fait finalement c'est de la merde parce que bah, le truc c'est qu'ils sont que sur le côté rationnel de la réflexion et donc ça marche pas. C'est pas vraiment vrai. Le problème des sondages, c'est qu'ils sont extrêmement biaisés à plein de niveaux et que notamment ils ont finalement un bassin beaucoup trop récurrent, assez fermé, qui du coup ne donne pas vraiment un reflet, qu'il va se passer pas mal d'autres choses entre le moment T du sondage et le moment du vote, que le fait d'exprimer un sondage, enfin d'exprimer un vote ou quoi dans un sondage, c'est pas la même chose que voter dans un endroit fermé, secret, où t'es le seul personne à connaître ce que t'as voté. Enfin, beaucoup de choses qui changent en fait la donne, mine de rien. Donc du coup, c'est pas vraiment le côté rationnel le problème. Mais bon, bref. Comme on sait, ce n'est pas un risque suffisant pour arrêter les entreprises de rationalisation qui, non sans raison d'ailleurs, partent toujours du principe qu'on n'est simplement pas encore allé assez loin et que les erreurs n'ont vocation qu'à être tendanciellement résorbées. Il est en train de dire que finalement les entreprises elles ont raison de faire ça parce qu'il faut rationaliser les choses et qu'on peut aller encore plus loin, donc il faut aller plus loin. Je suis un peu perplexe, mais d'accord. La politique a fini par emboîter le pas au commerce et s'adonne désormais à l'exploration systématique des opinions et des comportements électoraux par l'exploitation avancée des grandes bases de données constituées quasi policièrement par les gestionnaires de la vie numérique. Donc là, on est d'accord qu'on est en train de partir très clairement sur les méchants réseaux. Les méchantes technologies des réseaux sociaux qui collectent les données et tout ça.
La grande affaire du capitalisme néolibéral, c'est de sonder méthodiquement et jusque de leur tréfonds les cœurs et les reins, ou plutôt les désirs et les passions. Nous sommes centrés dans l'épitumoscopie et la pathoscopie généralisée. Connaître les moindres replis, les moindres déplacements de nos désirs, l'épitumia, et nos passions pathos pour les combler de la proposition commerciale la plus finement calibrée. C'est une pratique que la politique professionnelle commence à son tour à considérer pour le bon ajustement de ses propres propositions. Mais n'est-ce pas là pour des sciences appliquées du commerce et de la politique une forme de reconnaissance implicite de ce dont il s'agit avant tout dans la conduite de leurs propres opérations et à propos de la nature du milieu dans lequel elles évoluent, du désir et d'affect? Mais c'est un peu éclaté au sol ce qu'il raconte, dans le sens où j'ai l'impression qu'il voit comme la politique là actuelle comme oh regardez en fait c'est le méchant monde capitaliste qui fait que la politique elle fonctionne comme ça. Il y a un peu un côté pour moi qui ressort qui est bah finalement la politique, le système politique tel qu'on l'a actuellement, il a des défauts mais il faudrait le réformer et c'est ok. Là ce qui pose problème en fait c'est peut-être plus parce que vous comprenez c'est le monde capitaliste qui vient le bouffer. Mais finalement il n'y a pas de problème en soi dans la politique. Moi je le prends un peu comme ça, alors peut-être que je comprends mal, mais en soi c'est complètement éclaté puisque la politique actuelle elle est extrêmement due aux politiques précédentes, et le fait est que c'est une politique qui est pensée, construite, faite à l'avantage d'un petit groupe de personnes qui sont les personnes en situation de pouvoir. En fait, le capitalisme n'est pas quelque chose qui est venu phagocyter et pourrir la politique ou je ne sais quoi. Le capitalisme est un des outils mis en place par nos politiques actuelles parce que ça les avantage. Parce que c'est fait pour. J'ai un peu l'impression qu'il prend pas le truc dans le bon sens du tout. Il y a un peu, à mon sens, tel que je le comprends, hein, je le vois comme la politique finalement elle est pas si mauvaise que ça, il suffit de la réformer puis c'est ok. Oh mon dieu, quel enfer. Si je comprends bien, quel enfer. Il y a des virgules des fois dans ces phrases, pas trop. Pas trop. Aucune respiration à part sa propre odeur. Oh, quel enfer. Si on écrivait pareil dans les chats, les streamereuses seraient en sueur. Oui. Et bonjour à toi au fait, Drapeau Noir, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Je sais pas si je comprends, si je suis la seule personne à comprendre ça comme ça. Hein. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous le voyez différemment, vous. Hein. Je suis preneur. Hein. Je continue. À égale distance, des sondeurs laborieux et des grands hommes inspirés. Alors je tiens à vous le préciser aussi à chaque fois, mais quand je vous dis qu'il est misogyne, c'est parce que notamment, systématiquement, il écrit les grands hommes, les hommes, etc. Et on n'est pas avec le H majuscule en mode les hommes, enfin l'homme, vous savez, l'humain ou quoi. D'ailleurs, ça serait plus adapté de dire les humains inspirés, mais etc. Mais bon, bref. Donc déjà ça c'est le petit point misogyne qui transparaît systématiquement hein, comme d'hab, mais aussi derrière les grands hommes inspirés, on rappelle qu'il est en train de parler des politiques et compagnie et qu'il a toujours cette vision que les hommes politiques sont des gens qui réfléchissent très très fort, qui ont des pensées très complexes, etc. C'est ce qu'il nous a déjà dit plus tôt, et vraiment c'est incroyable. Un petit coup de conservatisme dans les grands hommes, hein, ouais. De mémoire tu as un générateur de texte Farsoun Lordon, mais non. Ça existe. Ça existe pour de vrai, oh là là. Si ça existe pour de vrai, il faut que vous me le mettiez quelque part dans le Discord. Je veux apparemment... Je veux voir ça. Je veux voir ça un jour. Je veux entendre ça un jour. Mon dieu. Ah, bon, attendez, je reprends. Excusez-moi. Je focus ficus, tout ça. J'en étais où? Ah oui, les grands hommes. Ah oui. Il y a aussi une troisième catégorie, les spécialistes de la prédiction rétrospective. Les journalistes, les cause-experts, les consultants, tous sont là pour dire, mais post-festum, que les choses étaient vouées à se passer comme elles se sont passées, que l'initiative était certaine d'échouer ou de réussir selon qu'elle a échoué ou réussi. Ah bah oui, évidemment. Oh là là, évidemment. Assurément, on peut compter sur eux pour reconstituer sous l'espèce d'une implacable nécessité des enchaînements tout à fait contingents, ou plutôt des enchaînements en eux-mêmes nécessaires, mais à partir des causes partielles sélectionnées a posteriori pour les besoins de la bonne reconstruction, alors que nul n'aurait pu dire si, avant, au milieu de toutes les autres envisageables, elles étaient les causes pertinentes et opérantes. Eût-on fait parler des experts ex ante, on aurait probablement eu droit à des prédictions passablement chantournées, à de fameuses circonlocutions. La vérité, c'est qu'ils n'en savaient pas plus que ceux qui étaient à la manœuvre, probablement moins même, et dont ils ont à commenter les décisions, exercice nécessairement plus facile quand les effets ont été produits.
sur fond de l'incertitude propre à l'élément passionnel qu'ils perçoivent confusément. Leur sagesse à eux, c'est de ne se prononcer qu'après. À moins d'ailleurs que tous, hommes politiques, sondeurs, commentateurs, ne convergent, voire ne s'entendent pour se donner collectivement raison par les vertus autoréalisatrices des enquêtes d'opinion fortement médiatisées, une forme coordonnée de faits ou d'intentions de l'action passionnelle en milieu politique qui tente par là d'accroître ses chances de succès avec cependant encore des fortunes très variables. Ah, je crois qu'il y a de l'orage dehors qui se prépare. C'est ça le journaliste qui font des commentaires et des prédictions après les faits, alors que lui, il fait quoi au juste? Bah lui, il s'auto-suce. Il s'auto-suce. Il s'auto-suce beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte là? En gros, il nous dit, bon, voyez, en fait, les politiques, ils réfléchissent très très fort et ils font des plans, et des fois ça réussit, des fois ça réussit pas, mais c'est que grâce à eux qu'ils réussissent, bien sûr, hein, voilà, ça dépend d'eux, et ça dépend un peu de la chance aussi, mais ça dépend beaucoup d'eux. Bon, déjà ça c'est complètement éclaté, mais voilà. À côté de ça, il vous raconte que les instituts, entreprises, sondages, tout ça, bah, ils sont vachement intéressants. Mais au final, ils sont pas capables, parce qu'ils comprennent pas les affects, ils sont pas capables de comprendre le travail des politiques, de ces grands hommes, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il parle des journalistes, il parle des commentateurs, et il nous dit les hommes politiques. Il aurait pu dire juste les politiques. Encore une fois, hein, il n'y a que des mecs dans la société de Lordon, il n'y a que des mecs. Hein. Mais bon, bref, il nous raconte que par contre les journalistes, les commentateurs, les experts, etc., eux, bah, ils comprennent pas parce que finalement, c'est juste des gens qui utilisent le système pour se faire des thunes, pour faire de la visibilité, et donc du coup ils interviennent surtout après, une fois que les choses sont faites, pour avoir un petit vernis, etc. Ce qui n'est pas du tout ce que ferait par exemple un L'Orfion. Hein, bien sûr, voilà. L'Orfion, lui, il a parfaitement raison. L'Orfion sent bon le vent de la vérité. Et de la grosse cervelle. Pas que d'une tête, hein. Pas que d'une tête, hein. Ça me fume. Ça me fume à quel point il est médiocre. Bonjour Leslie, j'espère que ça va aussi bien que possible en tout cas. J'arrive alors que j'apprends que je n'existe pas. Non mais vraiment c'est... Voilà. Voilà. Ouais, par contre, c'est vrai que tout à l'heure, on a dit que du coup, t'avais pas de facture à payer. Si tu n'existes pas, t'as pas de facture. Franchement. On reprend. Intervenir dans l'élément des passions demeure donc un projet grevé d'une irréductible aléa qui prend sa source dans le nombre élevé de degrés de liberté des systèmes passionnels, aussi bien du fait de la multiplicité des variables environnantes que de la variété synchronique et de la variabilité diachronique, des complexions au travers desquelles se produira la réfraction. La chouette de Minerve s'envole au crépuscule, et si elle ne s'envole pas plus tôt, c'est qu'elle en est empêchée par ce trop grand nombre de degrés de liberté dont la variance totale ne peut être entièrement réduite par tous les mécanismes sociaux d'homogénéisation des manières, de sentir, de juger, etc. Car il en existe objectivement. Le monde social n'est pas un absolu chaos d'évolution, d'évaluation et de manière singulière. Les systèmes sociaux passionnels sont donc à stationnarité moyenne, insuffisante. Ils offrent bien quelques régularités, mais pas assez nettes ni assez durables pour offrir une base solide à la prévision affectrométrique. C'est pourquoi en réponse à une sollicitation politique, les dynamiques affectives collectives peuvent partir dans un sens ou dans l'autre, sans qu'on ait toujours le fin mot de ce qui s'est passé, et alors que la réponse peut laisser tous les observateurs interloqués. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Tu peux. Tu peux. C'est désormais possible. Voilà. Ça vous avait manqué, hein. Vous aimez le prout. Ça va mieux, merci, hein. Bon. Alors, que vous dire sur ce qu'il vient de nous raconter? En gros, il nous dit... Vous savez, tout à l'heure, il nous a parlé des sciences en disant, oui, les sciences, en fait, si elles critiquent ce que disent notamment pas les psychologues. Oh là là, je fatigue.
Je suis fatigué. Quand tout à l'heure, il nous disait, le petit Lordon, oui, mais en fait, les philosophes moralistes, s'ils se font prendre et reprendre par les personnes issues des milieux scientifiques, c'est parce que les gens issus des milieux scientifiques, en fait, ils comprennent pas. Ils comprennent pas de quoi ils parlent. Ils pensent que les philosophes ont tort, mais en fait, les philosophes n'ont pas tort. En fait, les philosophes parlent d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus complexe. Or, il a dit quoi il a dit quoi hein. Or, les pauvres cons, finalement, que sont les gens qui travaillent en recherche, ne comprennent pas que, bien évidemment, les philosophes ont raison, bien sûr. Et donc là, c'est exactement là ce qu'il nous fait. Il nous dit, bah c'est marrant, hein, parce que en fait, la société, elle est complexe. On vit dans une saucisse. C'est fou quand même, on vit dans une saucisse. Et comme on vit dans une saucisse et que la plupart des gens, ils écoutent pas les putains de personnes qui travaillent dans les sciences humaines et sociales, et ben ils comprennent rien. Mais parce qu'on vit dans une saucisse et c'est compliqué de vivre dans une saucisse. Alors du coup, bah, les politiques, les journalistes, ils y arrivent pas, hein. Ils comprennent pas tout, hein. C'est triste, oh là là, oh là là. Mais heureusement, moi je suis là avec Spinoza et je vais tout vous expliquer pourquoi ça marche. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Mais bien sûr, on va surtout à aucun moment aller voir l'état des lieux en connaissance en sciences humaines et sociales. Ça serait surfait, vous voyez. Ça serait quand même con s'il y avait tout un domaine de recherche qui travaillerait ces questions-là, scientifiquement parlant. Ça serait incroyable. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer. Ah, l'alerte. L'alerte qui demi-plante. Je vais boire un coup. Non, l'alerte a planté, hein. Il n'y a pas eu la fin. Désolé. Mais je bois un coup, ceci dit. Merde. Merde, hein. Ouais. Par contre, merde, elle marche très bien. Comme quoi, hein. Je crois que même les alertes, elles en aura le cul, en fait. Même les alertes, elles font non, mais c'est trop, là. Ça va trop loin. Ah. Et surtout, pas inviter les discriminés pour leur donner la parole. Ben non. Certainement pas. Certainement pas. Et bonjour au passage à Propane, j'espère que tu vas bien. Débarqué sur de la musique classique en fond et un prout et Lordon. Ouais. C'est le chat qui m'a demandé de mettre de la musique classique. Je tiens à le préciser. Pour une fois, c'était pas salace. Ouais. Je tiens évidemment à le dire que c'est pas ma propre personne qui a décidé de mettre de la musique classique. C'est le chat qui a dit que quand même, vu qu'il a l'air de vraiment être à balle classiste comme le pire des connards, voilà, on m'a dit mettre du clavecin. Bon, j'avais pas du clavecin mais seulement pendant 10 minutes. Donc bah là, j'ai mis des musiques classiques, plus classiques. Voilà. Le chat est goldé, je sais pas. Non. Je sais pas. Je pense que vous voulez du mal à vous-même en fait. Hein. Je pense qu'il y a un peu de masochisme en vous. Hein. Des discriminés ok, mais ouais, si les personnes avaient quand même un minimum de base en sociaux, psycho et autres, ça serait encore mieux. Mais déjà, écouter des personnes discriminées, ça serait un truc de fou. Mais voilà, à un moment donné, juste prendre en compte aussi les personnes qui travaillent, qui ont des connaissances dans ces thématiques-là. Plutôt que juste sortir tes trois philosophes, tes philosophes moralistes là, il nous a sorti Pascal et compagnie, hein, pour nous dire en fait quand même, alors ils avaient un peu tort, en tout cas c'est ce que disent les sciences, les sciences disent que quand même ils avaient un peu tort dans ce qu'ils racontaient, mais en fait c'est parce que les sciences ne comprennent pas que les philosophes s'intéressent à des questions beaucoup plus complexes. Oui, parce qu'en fait les scientifiques ne travaillent pas des choses complexes en fait, ils sont pas adaptés pour, ils comprennent pas le monde, il y a que les philosophes qui peuvent comprendre le monde, il y a que Spinoza qui permet de comprendre le monde. Voilà, c'est ça qu'il nous raconte, hein, quand même, Lordon, depuis le début du bouquin. Il a dit quoi? Normalement, il y a un merde. Il y a un truc comme ça, non? Attendez, dans la scène, voilà. Ouais. Oh, ouais. Il a dit quoi? Merde! Ah, mais Brady, bah t'es plus là-bas? Alors tu manges vite et tu retournes t'installer là-bas. C'est clair que c'est n'importe quoi. Quand même, hein. Mais Pascal et tout ça, c'est quand même un embryon de sens social. Ça reste un embryon. Mais voilà, ça reste un embryon. C'est exactement l'idée. Bonjour Audrad, j'espère que tu vas bien. Aussi bien que possible en tout cas. Le truc, il est là en fait, c'est que lui, il t'explique que en gros, les recherches plus récentes disent que du coup, ces philosophes ont tort. Donc puisque les gens disent que ces philosophes ont tort... Bah, c'est que du coup ils comprennent pas en fait. Les scientifiques ne comprennent pas la portée de ce qu'ils font parce qu'ils ne peuvent pas avoir tort. C'est ça le problème en fait. Que tu me dises, ah tiens tel domaine, il s'est notamment
déclenchées, lancées par notamment les travaux de tel philosophe, etc. Que ça a permis de développer tel truc. Alors même si on a pu remettre en question telle chose, etc. Mais que c'est parti par là, c'est une chose. Mais lui, ce qu'il nous dit, Lordon, c'est non, mais tous les scientifiques depuis qui disent que Pascal et compagnie, ils ont tort, ils comprennent rien en fait. Parce qu'ils peuvent pas avoir tort, c'est des grands penseurs. En fait, ils ont la vue. La phrase exacte qui nous a sorti, c'était... je vais essayer de la retrouver parce qu'elle m'a fait un peu péter un câble. Les moralistes, au contraire, ont la vue très sûre, et s'ils ne parviennent pas aux conclusions univoques ou une forme sommaire d'esprit scientifique trouve sa satisfaction, c'est parce que l'univocité n'appartient pas à la condition passionnelle. Il a dit quoi? Voilà. Et on remercie Glitch qui est là pour mettre l'animation incroyable, n'est-ce pas? C'est vraiment, c'est incroyable de médiocrité, quoi. C'est phénoménal, parce qu'encore une fois, reprendre les idées de certains philosophes pour te dire c'est parti par là-bas, on n'est pas trop allé explorer tel domaine, etc., c'est une chose. Mais lui, c'est pas ce qu'il te dit. Lui, ce qu'il te dit, c'est les philosophes ont raison et puis c'est tout. Et ceux qui disent qu'ils ont tort, en fait, ils comprennent pas ce qu'ils ont dit. En fait, ils comprennent pas de quoi ils parlent et ils comprennent pas qu'ils pensaient à plus. Je suis désolé, mais c'est de la merde comme approche. Enfin, à un moment donné, il faut mettre les mots, hein. C'est pas bon, hein. Avec toutes les bons gentillesses et tous les, comment dire, toute l'envie de vouloir croire, on va dire, à de bonnes intentions. Il y a un moment donné où juste, c'est de la merde. C'est de la merde ce genre d'approche systématiquement de dire non, les scientifiques ils disent de la merde. Les seuls qui ont raison, c'est les philosophes et notamment des philosophes qui sont morts depuis 400 ans. Bah, c'est nul. C'est nul. C'est très très nul. Surtout quand il revient pour nous dire encore une fois que le seul truc qui permet de comprendre la politique, c'est des philosophes et notamment c'est Spinoza qui est mort depuis 4 siècles. Je vous avoue que c'est quand même plus que mauvais. Je reprends. Casse, quoi, ça te détruit, Casse, ça vous quoi. détruit. Ça Quoi. détruit, C'est comme quoi. si on avait voulu me détruire quoi, ce jour-là. Feur, oui, parce qu'il a dit quoi? Oui, bien sûr. L'univeau quoi? C'est l'univeau qui citait? L'univeau... Ah, je sais plus le terme. Mais en gros, ça voulait dire parce que la pensée des philosophes n'est pas simple. Elle se base pas sur un seul élément unique. Elle se base sur une pluralité d'éléments. Et donc voilà, gros cerveau Jean-Michel. En gros. Après, rien n'empêche qu'on reprenne des pensées d'un philosophe à un moment pour ouvrir un nouveau champ de recherche qu'on n'avait pas assez exploré avant. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pas ce qu'il fait. C'est le problème. Franchement, j'en ai vu des gens en sciences humaines et sociales qui, justement, vont avoir cette approche-là. Qui, du coup, vont venir, justement, à un moment donné, dire bah tiens, il y a tel philosophe qui n'a pas eu l'occasion de voir les idées qu'il avait pu développer être retravaillées, notamment par les sciences humaines et sociales, etc. Là, ça aurait pu être super intéressant. Ça aurait pu être super intéressant. Mais c'est pas ce qu'il fait. Lui, la seule chose qu'il fait, c'est de te dire les philosophes ont forcément raison et tous les autres, ils ont tort. Et du coup, j'avoue que quand même, non. Voilà. C'est vraiment, ça me fume. Hein. Ça me fume. C'est vraiment très médiocre, hein, Lordon. Hein. C'est vraiment pas bon. Hein. Je reprends quand même. Avec cette belle petite musique classique, évidemment. C'est pourquoi en réponse à une sollicitation politique, les dynamiques affectives... ça j'avais... Sinon je l'avais pas lu. C'est pourquoi en réponse à une sollicitation politique, les dynamiques affectives collectives peuvent partir dans un sens ou dans l'autre sans qu'on ait toujours le fin mot de ce qui s'est passé. Et alors que la réponse peut laisser tous les observateurs interloqués. Si, je l'avais lu ça, pardon, autant pour moi. Et quand les philosophes sont pas d'accord entre eux, non mais c'est pas pareil. T'as les bons et t'as les mauvais philosophes. T'as les bons philosophes, Lordon les valide, et t'as les mauvais philosophes, c'est ce que Lordon ne valide pas. De toute façon ils existent même pas puisqu'ils n'en parlent pas. Voilà, simple, efficace. Ainsi, toute intervention dans l'élément des passions est-elle confrontée à ce moment de vérité que Marx, parlant de ce genre particulier en quoi consiste d'apporter sa production économique au marché, nomme le saut périlleux de la marchandise, expression qu'il déséconomise lui-même en parlant de la validation sociale des travaux privés. Allons jusqu'au bout de la généralisation, validation sociale des propositions privées. On peut alors aisément rejoindre Honès sur ce point, que le monde social est un champ de lutte pour la reconnaissance, un autre nom de la validation sociale. De ces efforts, Spinoza d'ailleurs donne la reformulation dans sa grammaire du conatus et des affects. Nous nous efforçons de faire tout ce que nous imaginons que les hommes considèrent avec joie, et au contraire nous aurons de l'aversion à faire ce que nous imaginons que les hommes ont en aversion. Éthique 3, 29.
Et la proposition suivante nous donne le mobile de l'effort pour la reconnaissance, une joie spéciale qui couronne sa réussite. Si quelqu'un a fait quelque chose qu'il imagine affecter tous les autres de joie, il sera affecté de joie accompagné de l'idée de lui-même comme cause. Autrement dit, se contemplera lui-même avec joie. Éthique 3.30. La validation sociale des propositions privées est une joie accompagnée de l'idée de soi-même comme cause, ouvrant à la possibilité de se contempler soi-même avec joie. On comprend alors qu'elle est recherchée. Et c'est marrant parce que du coup ça montre absolument un truc très drôle. Il n'y a absolument personne qui essaye de se relever contre l'ordre social, absolument personne qui combat pour essayer de mettre par exemple éventuellement à bas des sociétés capitalistes qui conviennent à quand même beaucoup de gens, qui essaient de remettre en question le validisme dans les sociétés, qui essaient de remettre en question le racisme dans les sociétés, quitte à se manger une quantité phénoménale de haine et de violence de la plupart des gens, que ça emmerde un petit peu beaucoup de voir à quel point ils peuvent être oppressifs. C'est vrai que strictement personne à aucun moment ne peut ressentir de joie en allant à contre-courant de ce qui est largement établi comme étant la norme et le normal, n'est-ce pas ? Vous ne faites que des choses qui vont dans le sens du plus grand nombre, parce que c'est satisfaisant, et vous ne faites rien qui va à l'encontre du plus grand nombre. Bien sûr, vous ne faites pas ça. Vous n'avez absolument pas des politiques qui ont absolument rien à carrer de faire des politiques violentes, de mettre en place des systèmes oppressifs, de très clairement mépriser tout un tas de populations. Très très large, grand nombre de personnes, ils en ont rien à foutre, mais ça n'existe pas, bien sûr, ils vont que dans le bon sens. D'ailleurs, toutes les politiques qui sont faites, bien sûr, sont toutes uniquement parce qu'elles vont dans le sens du plus grand nombre. C'est évident, parce que ça apporte satisfaction. Ah, attendez, je peux vous proposer ça. Alors normalement, c'est une d'arrivée, mais écoutez. Voilà. Merci, mais de rien, c'est un plaisir. Écoutez, je crie intérieurement, donc au bout d'un moment, c'est vraiment... Merde! C'est pathétique. C'est pathétique. C'est pathétique. Voilà. C'est vraiment... Encore une fois, je ne suis pas étonné parce que c'est un Jean-Michel avec un ego surdimensionné qui pense qu'il a raison parce qu'il estimait qu'il avait raison. Et parce qu'il y a 2-3 auteurs qui ont dit à peu près les mêmes choses que lui. Bon, il y a plusieurs siècles, mais ta gueule, ça passe. Et qui nie totalement un certain nombre d'éléments et de travaux qui sont faits dans tout un tas de domaines et depuis vraiment très longtemps. Je sais pas quoi vous dire de plus. Le chat n'a pas voulu revenir d'ailleurs. Non, bon bah je vais vous enlever la 4cam puisque le chat est parti et n'est pas revenu. C'est vraiment effroyable comme c'est pas bien. C'est vraiment effroyable comme c'est pas bien. C'est vraiment un niveau 0. C'est vraiment un niveau 0. C'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Vraiment, je suis très perplexe. Et voir que c'est encore une fois cet individu-là qui est mis autant en avant dans un certain nombre de milieux, qui se dit de gauche, etc. Ah ouais, ça me trouve le cul, je vous avoue. Je sais pas si j'arriverai à le lire en entier. Je vous avoue que là, on est page 45. On a fait un quart. On a fait un quart du livre. On a fait un quart du livre en vrai. Mais t'emmerde pas, lis pas cette merde, fous-lui le feu. Certes. Ouais. Bon, dans tous les cas, j'ai vu le marqueur de VOD, donc on va couper la VOD là-dessus. Petite fougère de YouTube. Encore une fois, c'était une purge. Pour changer. Mais on commence à avoir l'habitude. Donc du coup, des bisous. À très bientôt pour la suite, en espérant que vous aurez des choses bien à retirer quand même. J'espère. Bisous.